26 février 1930. L'air glacial mordant pèse lourdement sur le Bronx, épais de l'odeur de la fumée de charbon et des gaz d'échappement. Sur Sheridan Avenue, près de la rue East 156, le monde est une symphonie de gris, de la boue grise, un ciel gris, du béton gris. Une femme passe en hâte, resserrant son châle, la tête baissée contre le vent, indifférente à l'homme qui sort de son immeuble. Il s'appelle Gaetano Reina, un homme de stature, le patron d'une puissante équipe qui dirige les raquettes de distribution de glace depuis le Bronx. C'est un homme qui se croit en sécurité sur son propre territoire. Il a tort. Depuis les ombres d'une ruelle voisine, deux silhouettes observent. L'une est un jeune homme, pas encore 33 ans, aux yeux vifs et intelligents, qui ne manque rien. Il s'appelle Gaetano Lucchese, mais tout le monde l'appelle Tommy. Il est de petite stature, avec un comportement calme qui masque l'esprit calculateur qui l'habite. Il ne tient pas l'arme, un fusil de chasse calibre 12, mais sa présence est une caution, un sceau d'approbation sur la violence qui est sur le point de se dérouler. Il est le protégé de Tommy Galliano, le propre lieutenant principal de Reina, et ce soir, ils réécrivent l'avenir. Reina s'arrête sur le trottoir, relevant le col de son épais manteau de laine. Il pense au dîner, à la chaleur de son foyer, au respect qu'il impose. Il ne voit pas la berline sombre qui tourne autour du pâté de maison depuis 1 heure. Il ne remarque pas son approche lente et délibérée. La portière arrière s'ouvre et le métal froid du canon du fusil à pompe attrape la faible lumière de la rue. L'explosion déchire le calme du soir, un rugissement tonitruant qui résonne contre les immeubles de briques. Elle déchire le manteau de Reina, sa poitrine, une dévastatrice gerbe de plomb et de force. Il est projeté en arrière contre la rambarde en fer de son propre immeuble, les yeux écarquillés d'une compréhension finale et choqué. Une seconde silhouette, un jeune Vito Genovese, sort de la voiture et délivre la ponctuation finale avec un pistolet. Mais le vrai travail a été fait par le fusil à pompe. Gaetano Reina, le roi de la glace du Bronx, est mort avant que son corps ne s'affale sur le sol gelé. Alors que la berline s'éloigne en crissant, ses pneus projetant de la neige fondue, Tommy Lucchese se fond à nouveau dans l'ombre. Il ne ressent aucun remords, seulement une satisfaction froide et professionnelle. Ce n'était pas un meurtre passionnel, c'était une transaction commerciale. Reina s'était secrètement allié à Salvatore Maranzano, le challenger à l'ancienne de Castellammare del Golfo, en Sicile, tout en professant publiquement sa loyauté au patron des patrons incontestés, Joe the Boss Masseria. Ce fut une erreur de calcul fatale. Lucchese et Galliano ont vu la trahison et l'ont rapportée directement à Masseria. Dans leur monde, la loyauté est une monnaie et la déloyauté est une dette payée en sang. Masseria, en signe de gratitude, a sanctionné le coup et a remis toute l'opération de Reina, ses raquets, ses hommes, son territoire, à celui qui avait été son second, Tommy Galliano. Et aux côtés de Galliano se tenait son subordonné le plus fidèle, Tommy Lucchese. C'est la salve d'ouverture de ce que les journaux appelleront la guerre castellamarese, un conflit brutal et sanglant qui déchirera le monde souterrain de New York pendant l'année à venir. C'est une guerre entre deux factions, la vieille garde de Masseria, lourde et ancrée dans les traditions de Naples et du sud de l'Italie, et les insurgés de Maranzano, les Siciliens ambitieux, avides de pouvoir. Pendant les 13 mois suivants, les rues de New York deviendront un terrain de massacre. Les voitures piégées, les assassinats dans les ruelles et les embuscades à la mitrailleuse seront des événements quotidiens. Des hommes mourront pour des parties de cartes, pendant le dîner, dans leur propre maison. Au milieu du chaos, Lucchese reste l'image de l'efficacité tranquille. Ce n'est pas un soldat de première ligne, c'est un stratège. Pendant que d'autres hommes appuient sur la gâchette, lui tirent les ficelles. Il consolide le contrôle de Galliano sur l'ancien équipage de Reina, assurant une transition de pouvoir en douceur. Il étudie les alliances changeantes, notant qui est faible, qui est ambitieux, à qui on peut faire confiance et qui doit être éliminé.
Il observe des hommes comme Charles, Lucky, Luciano, Meyer Lansky et Benjamin Bugsy, Siegel, se lasser des anciens et de leurs guerres interminables et coûteuses. Ce sont les « jeunes Turcs », une nouvelle génération qui voit le crime non pas comme une question d'honneur ou de tradition sicilienne, mais comme une affaire américaine. Lucchese, né à Palerme mais élevé dans les taudis du ghetto italien d'East Harlem, dans la 109e rue Est, comprend parfaitement cette perspective. Il voit l'avenir. Et il réalise que l'avenir n'inclut pas Joe Masseria. 15 avril 1931. Le soleil est étonnamment chaud pour un jour de printemps à Coney Island, scintillant sur la peinture délavée des montagnes russes Thunderbolt. À l'intérieur du restaurant Nuova Villa Tamaro, l'air est épais, avec l'arôme de sauce marinara mijotée, d'ail et de vin rouge bon marché. Joe, the boss, Masseria, est assis à une table près du fond, sa corpulence faisant craquer les boutons de son gilet. Il rit, d'un son profond et guttural, en portant une autre fourchette de spaghettis à sa bouche. En face de lui, son lieutenant le plus fidèle, Lucky Luciano, sourit, ses yeux ne trahissant rien. Depuis des mois, Lucchese, Luciano, Lansky et les autres jeunes loups préparaient cela. La guerre de Castellamarese les a tous saignés, en hommes et en profit. C'est mauvais pour les affaires. Ils avaient décidé il y a longtemps que la seule façon d'y mettre fin était de retirer un des rois de l'échiquier. Masseria, avec ses manières avides et myopes, était le choix logique. Luciano, l'initié ultime, en était l'instrument. Le repas est long. Masseria mange et boit avec l'appétit d'un homme qui se croit vainqueur. Il est inconscient. Une fois les assiettes débarrassées, Luciano propose une partie de cartes. Il joue à la scopa, les cartes claquant rythmiquement sur la nappe. L'après-midi s'étire. Finalement, Luciano jette un coup d'œil à sa montre. Il recule sa chaise. « Je dois aller faire pipi », dit-il d'une voix décontractée. Il se dirige vers l'arrière, passe devant la cuisine et disparaît dans les toilettes pour hommes. C'est le signal. La porte d'entrée du restaurant s'ouvre en grand. 4 hommes entrent, leurs visages figés comme de la pierre. Ils forment une coalition multiethnique du nouveau monde souterrain. Vito Genovese et Joe Adonis, qui sont italiens. Albert Anastasia, le futur grand bourreau de Murder, Incorporated. Et Benjamin Bugsy Siegel, le truand juif impeccablement vêtu. Il se déplace avec une détermination terrifiante. Masseria lève les yeux de ses cartes, la bouche entr'ouverte dans un froncement de sourcils confus. Le froncement de sourcils se transforme en choc, puis en terreur. La pièce explose dans une cacophonie assourdissante de coups de feu. Les pistolets à bois crachent en flammes et plombs. Le bois éclate du mur derrière Masseria. La fenêtre se brise. Son corps massif se contracte et convulse tandis que 22 balles le déchirent, transformant son beau costume en un amas déchiqueté et sanglant. Il s'affaisse en avant, son visage atterrissant sur les cartes à jouer éparpillées sur la table. Dans sa main, il serre encore l'as de pique. Au moment où la police arrive, alertée par un employé paniqué de la cuisine, les tireurs ont disparu. Luciano se lave calmement les mains dans les toilettes. Il prétend n'avoir rien entendu. Avec la mort de Masseria, la guerre est terminée. Salvatore Maranzano est le vainqueur, le nouveau pouvoir incontesté. Il convoque une réunion de 500 gangsters dans une grande salle de banquet dans le Bronx pour se déclarer capo di tutti capi, le boss de tous les boss. Il leur fait une leçon sur la loyauté et les traditions romaines d'honneur, un discours qui semble ancien et déplacé pour des hommes comme Lucchese. Maranzano réorganise ensuite les rackets de New York, établissant officiellement les 5 familles. La famille Luciano, la famille Profaci, la famille Bonanno, la famille Mangano et, de manière cruciale, la famille Galliano. En récompense de leur loyauté et de leur rôle déterminant dans la guerre, Tommy Galliano est nommé boss de l'ancien équipage de Reina, et Tommy Lucchese est officiellement désigné comme son sous-boss. À 34 ans, Lucchese a accédé à la 2e position la plus élevée au sein d'une grande famille criminelle.
Il a le pouvoir, le respect et un vaste réseau de earners sous son commandement. Mais il observe Maranzano sur cette scène, avec ses discours pompeux et son exigence que tout le monde lui embrasse l'anneau, et il ressent un malaise familier. Maranzano a remplacé un tyran par un autre. Il est sicilien, mais sa pensée est ancrée dans le passé. Il se méfie des associés non siciliens comme Lansky et Sigel. Il croit en un règne absolu et dictatorial. En quelques mois, les craintes de Lucchese sont confirmées. La nouvelle parvient par le réseau d'informateurs de Meyer Lansky, aussi fin qu'un murmure. Maranzano a condamné Luciano et Genovese à mort. Il les voit, à juste titre, comme la seule véritable menace à son trône. Il engage Vincent Mad Dog Cole, un tueur à gages irlandais renégat, pour mener à bien les exécutions. Pour Luciano et ses alliés, le choix est simple. Ils n'ont pas mené une guerre d'1 an pour échanger un patron contre un autre. Ils l'ont menée pour créer une nouvelle façon de faire des affaires, une façon américaine. Maranzano, l'empereur autoproclamé, doit disparaître. Et il doit disparaître rapidement. Le 10 septembre 1931, la chaleur de la fin de l'été pèse sur Manhattan, rendant l'asphalte de la ville mou et collant. À l'intérieur du New York Central Building, au 230 Park Avenue, Salvatore Maranzano est confortablement installé dans son bureau du 9e étage, une suite spacieuse qu'il utilise comme façade pour ses affaires légitimes, Legal Building Corporation. Il s'y sent en sécurité, haut au-dessus des rues de la ville, protégé par des couches de garde du corps et le poids de sa propre autorité. Il attend le colonel Vincent Higgins, un célèbre bandit irlandais, une réunion qu'il pense devoir finaliser les contrats sur Luciano et Genovese. Il est confiant, arrogant, l'image même d'un homme au sommet du monde. Il ignore que Lucky Luciano a devancé Higgins. Il ignore que le plan complexe de Luciano est déjà en marche. Le téléphone sur son bureau sonne. C'est son homme à la porte, l'informant que 4 hommes sont arrivés. Ils prétendent être des agents du fisc, venus vérifier les livres de compte de l'entreprise. Maranzano, un homme qui craint les registres du gouvernement bien moins qu'une balle de rival, les fait entrer. Les 4 hommes qui sortent de l'ascenseur ne sont pas des agents du fisc. Ce sont des assassins juifs, triés sur le volet par Meyer Lansky et Bugsy Siegel pour leur anonymat. Leur visage serait inconnu des gardes du corps sicilien de Maranzano. Samuel Red. Levin ouvre la voie. Un homme aussi calme et efficace qu'une machine à calculer. Ils sont habillés en costume, portent des mallettes, leurs expressions sont impassibles. Ils montrent leurs fausses badges aux gardes de Maranzano qui, décontenancés et incertains, s'écartent. Les assassins pénètrent dans le bureau intérieur et en referment la porte derrière eux. Maranzano lève les yeux de son bureau, un éclair d'irritation traversant son visage face à l'interruption. Avant qu'il ne puisse parler, les tueurs sont sur lui. Ils ne s'embarrassent pas de politesse. Ils sortent de longs couteaux à l'allure menaçante. Maranzano, malgré toute sa fanfaronnade, n'est pas un combattant de rue. Il est stupéfait, incrédule. Le premier couteau plonge dans sa poitrine. Il crie, un son aigu et fin de choc et de douleur. Il essaie de riposter, d'atteindre le pistolet qu'il garde dans son tiroir de bureau, mais ils sont trop nombreux, trop rapides. Ils le poignardent encore et encore, une volée de mouvements brutaux et maîtrisés. Alors qu'il s'affaisse sur son bureau, saignant abondamment, l'un des assassins sort un pistolet de petit calibre et tire plusieurs coups dans sa tête. Le son est étouffé par les murs épais du bureau. Ils ont fait leur travail avec une précision glaçante. Ils se retournent et marchent calmement vers la réception. Les gardes du corps de Maranzano, entendant le tumulte, se précipitent maintenant vers le bureau. Les assassins montrent à nouveau leur badge. « Affaire de police », dit l'un d'eux d'une voix monocorde. Ils bousculent les gardes confus, se dirigent vers l'ascenseur et disparaissent dans la ville. Salvatore Maranzano, le patron de tous les patrons pendant à peine 5 mois, est mort. Cet acte unique et décisif change tout. Avec la disparition des 2 chefs de l'ancienne génération, Luciano est libre d'appliquer sa vision.
Il convoque une réunion à Chicago, un territoire neutre accueilli par Al Capone. Là, aux côtés des parrains des 5 familles de New York, dont Tommy Galliano avec Lucchese à ses côtés, et des chefs des autres grands syndicats du crime à travers le pays, il propose une idée révolutionnaire. Il n'y aura plus de boss de tous les boss. Aucun homme seul ne détiendra le pouvoir absolu. Au lieu de cela, ils formeront un conseil d'administration, un organe de gouvernance de style entreprise pour superviser tout le crime organisé en Amérique. Ils l'appelleront la Commission. La Commission arbitrera les différends, approuvera les nouveaux membres, sanctionnera les meurtres et divisera les territoires. C'est un système conçu pour prévenir le genre de guerre coûteuse et sanglante qui viennent de se terminer. C'est un système bâti pour le profit, pas pour la fierté. Galliano et Lucchese en sont des membres fondateurs. Leur siège familial à la table est assuré. Pour Tommy Lucchese, c'est l'aboutissement de tout ce pourquoi il a travaillé. Il n'est plus seulement un gangster, il est un dirigeant. Il voit le génie de la structure de Luciano, la façon dont elle transforme une collection chaotique de gangs de rue en une entreprise nationale. Tandis que Luciano devient le visage public de ce nouvel ordre, Lucchese opère dans son domaine de prédilection, l'ombre. Il consolide sa base de pouvoir au sein de la famille Galliano, se concentrant non pas sur les rackets très médiatisées comme le jeu et le trafic d'alcool, mais sur quelque chose de bien plus lucratif et insidieux, le quartier de l'habillement. Il comprend que le contrôle des syndicats est la clé pour contrôler une industrie entière. Il commence à s'immiscer, utilisant son influence discrète et la menace omniprésente de violence. Il place ses hommes à des postes clés au sein de l'International Ladies Garment Workers Union et de l'Amalgamated Clothing Workers of America. Bientôt, pas une seule robe, pas un seul manteau ne peut être coupé, cousu ou expédié à New York sans que son organisation ne touche sa part du gâteau. Il met en place des sociétés de transport qui ont le monopole de la distribution. Il crée un système de protection obligeant les propriétaires d'usines à le payer pour éviter les grèves, le vandalisme ou pire. Aux yeux du monde extérieur, il n'est qu'un Tommy Brown, un fabricant de vêtements légitimes. Il porte des costumes sur mesure, parle doucement et cultive des relations avec des politiciens et des hommes d'affaires. Sa poignée de main devient plus puissante qu'une arme. Les années 40 commencent, et tandis que le monde extérieur est consumé par une guerre mondiale, Tommy Lucchese construit un empire au cœur de New York. L'effort de guerre crée une demande sans précédent d'uniformes et de textiles, et le quartier de l'habillement devient une mine d'or. Le contrôle de Lucchese est absolu. Il n'est plus seulement un sous-chef, il est un partenaire silencieux dans des centaines d'entreprises, un maître marionnettiste tirant les ficelles d'un secteur entier de l'économie américaine. Lui et Tommy Galliano dirigent leur famille avec une efficacité quasi corporative, un contraste frappant avec les règnes volatiles de patrons comme Vito Genovese ou la notoriété publique d'Albert Anastasia. La famille Galliano est connue pour sa discipline, son profil bas et ses immenses profits constants. Lucchese peaufine sa personnalité publique. Il vit dans une modeste maison dans une rue calme et arborée de Lido Beach, à Long Island. C'est un homme dévoué à sa famille, marié à sa femme Palma, et un père aimant pour ses 2 enfants. Il n'a pas d'antécédents judiciaires notables, une arrestation mineure datant de son adolescence en tant qu'apprenti poseur de vitres, depuis longtemps oublié. Il contribue à des œuvres de charité, se lie d'amitié avec des politiciens locaux, et est un membre respecté de sa communauté. Lorsque le FBI commence à s'intéresser aux figures du crime organisé, il trouve en Lucchese une cible frustrante d'élusivité. Il évite les boîtes de nuit, tape à l'œil, et les démonstrations criardes de richesse favorisées par ses pairs. Il n'utilise pas le téléphone pour les affaires. Les conversations se font en personne, souvent lors d'une promenade tranquille dans un parc ou à l'arrière de la voiture d'un associé de confiance. C'est un fantôme dans la machine qu'il a si habilement construite. Son influence s'étend bien au-delà des robes et des manteaux. Il cultive des liens étroits avec des responsables du syndicat des Teamsters, en particulier avec une étoile montante de Detroit nommée Jimmy Hoffa.
Lucchese voit le potentiel de contrôle des artères du commerce américain, les camions qui transportent des marchandises d'un océan à l'autre. Lui et d'autres membres de la commission fournissent à Hoffa le bras armé dont il a besoin pour consolider son pouvoir. Et en retour, Hoffa leur donne accès au vaste fonds de pension du syndicat, un puits de trésorerie apparemment inépuisable pour financer leurs divers stratagèmes, des casinos de Las Vegas aux projets immobiliers. En 1951, après plus de 20 ans à la tête de la famille, Tommy Galliano meurt de cause naturelle, une fin rare et paisible pour un homme de sa stature. La transition de pouvoir est transparente, un témoignage de la stabilité qu'il et Lucchese avaient bâtie. Il n'y a pas de guerre, pas de bain de sang, pas de luttes intestines. Par consentement unanime de la commission, Gaetano Tommy Lucchese, âgé de 54 ans, est nommé nouveau boss. La famille est officiellement renommée la famille criminelle Lucchese. En tant que boss, Lucchese poursuit sa politique de domination discrète. Il affine ses opérations, les intégrant encore davantage à l'économie légitime. Il investit dans des fermes avicoles, des usines de transformation alimentaire et des entreprises de construction. Il établit un monopole virtuel sur l'industrie du fret aérien à l'aéroport d'Idlewild, plus tard renommé Aéroport international John F. Kennedy, contrôlant les syndicats des manutentionnaires, des camionneurs et des travailleurs de l'aéroport. Des millions de dollars de marchandises disparaissent chaque année du tarmac, une taxe mafieuse que les entreprises sont forcées d'absorber. Lucchese est un maître de la délégation. Il fait confiance à ses principaux capots, des hommes comme Johnny Dio Guardi, un génie du racket syndical, et Carmine Mr. Gribbs Tramunti, pour gérer les opérations quotidiennes. Son propre rôle est celui d'un président du conseil d'administration. Il résout les différends avec un calme, un air presque professoral. Les hommes viennent à lui avec leurs problèmes, et il dispense des solutions à la fois justes et définitives. Il est connu pour sa sagesse et sa capacité à voir toutes les facettes d'une question. Mais sous l'extérieur gentleman, la capacité à la violence rapide et brutale demeure. Lorsque le journaliste militant Victor Riesel commence à écrire des articles chocs sur les rackets syndicaux de Johnny Dio, un associé de Lucchese jette une fiole d'acide au visage de Riesel à un coin de rue sombre, le rendant aveugle à jamais. Le message est clair et terrifiant. Il y a des lignes à ne pas franchir. Lucchese n'est jamais officiellement lié au crime, mais dans le monde souterrain, tout le monde sait qu'il a sanctionné. C'est un homme qui préfère une poignée de main, mais il n'hésitera pas à utiliser un poing ou pire pour protéger ses intérêts. 1960. L'ère est électrique de changement politique. John F. Kennedy, le beau et charismatique sénateur du Massachusetts, est engagé dans une course présidentielle serrée contre Richard Nixon. L'élection est annoncée comme l'une des plus serrées de l'histoire américaine, et chaque vote, chaque État, chaque bloc influe en compte. Joseph P. Kennedy, le patriarche de la famille, un homme qui comprend les réseaux complexes du pouvoir dans le monde légitime et illégitime, tend la main par l'intermédiaire d'intermédiaires. Il a besoin d'aide pour obtenir le vote crucial des syndicats dans des États comme l'Illinois, un territoire contrôlé par le redoutable Chicago Outfit, dirigé par Sam Momo Giancana. La requête traverse le réseau national de la commission. À New York, Tommy Lucchese est consulté. Lui, ainsi que Giancana et d'autres patrons clés, y voient une opportunité potentielle. Avoir un ami à la Maison-Blanche, ou du moins un homme qui leur est redevable, pourrait être inestimable. La mafia avait souffert sous l'intense examen des audiences du comité Kefauver au début des années 50, et la perspective d'un procureur général comme Robert F. Kennedy, qui s'était fait un nom en poursuivant le patron des Teamsters, Jimmy Hoffa, est glaçante. Il pense que s'ils aident le fils, le père veillera à ce que l'administration du fils ferme les yeux. Lucchese et Giancana font passer le mot.
Ils s'appuient sur leurs contacts dans les syndicats. À Chicago, la machine politique du maire Richard G. Daley travaille de concert avec la force de frappe de l'outfit pour assurer une participation écrasante pour Kennedy. Les urnes sont bourrées, les votes sont trouvés, et Kennedy remporte l'Illinois avec une marge extrêmement mince de moins de 9000 voix. Une victoire qui s'avère décisive pour l'obtention de la présidence. La mafia a rempli sa part. Maintenant, elle s'attend à être remboursée. Leur optimisme est catastrophiquement mal placé. Le président Kennedy, une fois en fonction, nomme son jeune frère Robert, procureur général. Et Robert F. Kennedy déchaîne toute la puissance du ministère de la Justice contre les hommes mêmes qui ont contribué à mettre son frère en place. Il a une vendetta personnelle contre le crime organisé, alimentée par sa longue bataille avec Jimmy Hoffa. Le nombre d'inculpations fédérales contre des figures de la mafia explose. Les écoutes téléphoniques, les informateurs et la surveillance incessante deviennent la nouvelle réalité. Pour Tommy Lucchese, c'est une profonde trahison. Lui, un homme qui a bâti toute sa carrière sur les principes de loyauté et de réciprocité, se retrouve ciblé par une administration qu'il a contribué à créer. Il sent la pression monter. Des agents fédéraux commencent à le suivre, documentant chacun de ses mouvements. Ils surveillent sa modeste maison de Long Island, le suivent jusqu'à ses entreprises du quartier des fabricants de vêtements. Ils essaient de reconstituer les fils de son vaste empire invisible. La réponse de Lucchese est de se retirer encore plus dans l'ombre. Il devient plus prudent que jamais. Il cesse toute implication directe dans des activités criminelles, communiquant ses ordres par une série de tampons et d'intermédiaires. Son sous-boss, Stefano Stevie Lassalle, et son conciliaire, Vincenzo Vini Rao, gèrent les affaires de la famille. Mais l'assaut du gouvernement est implacable. En 1962, les procureurs de Robert Kennedy parviennent enfin à inculper Lucchese, non pas pour meurtre ou racket, mais pour parjure. Ils l'interrogent sur un voyage en Floride, croyant qu'il a rencontré d'autres parrains de la mafia, et il le nie sous serment. C'est un dossier faible, mais c'est un début. La trahison des Kennedy, combinée à l'intense pression du gouvernement, force la commission à une alliance sans précédent et désespérée. La CIA, dans sa quête obsessionnelle de renverser le régime communiste de Fidel Castro à Cuba, s'approche de la mafia avec une proposition. Ils veulent engager des assassins de la mafia pour tuer Castro. Des hommes comme Sam Giancana et Santo Traficante Jr., le patron de la Floride, qui ont perdu leur lucratif racket de casino à la Havane lorsque Castro est arrivé au pouvoir, sont des participants avides. Lucchese, toujours pragmatique, voit le potentiel de levier. S'ils coopèrent avec un bras du gouvernement, peut-être qu'un autre bras reculera. C'est un jeu dangereux, jouer à l'espionnage avec le gouvernement fédéral, un monde de fumée et de miroirs, très éloigné des brutales certitudes de la rue. Mais ce sont des temps désespérés. Le gangster gentleman, le parrain discret qui avait maîtrisé l'art de rester invisible, est maintenant pris dans l'éclat aveuglant des projecteurs fédéraux, forcé de naviguer dans les courants traîtres de la politique nationale et de l'espionnage international. 27 septembre 1963. La salle de réunion de la Chambre du Sénat est une caverne de marbre et de bois poli, bondée de reporters, de photographes et de fonctionnaires. L'air est chargé d'anticipation, le silence ponctué par le clic rythmique des obturateurs d'appareils photo. À une longue table devant le sous-comité permanent d'enquête du Sénat, un homme nommé Joseph Valachi est assis. Son visage un masque de gravité nerveuse. C'est un soldat de bas niveau de la famille du crime génovaise, âgé de 59 ans, un homme dont le nom était inconnu du public quelques semaines auparavant. Aujourd'hui, il est sur le point de devenir le gangster le plus célèbre d'Amérique. Pour Tommy Lucchese, regardant les reportages depuis le calme de sa maison de Long Island, c'est un cauchemar devenu réalité. C'est la trahison ultime, une violation du code sacré de l'omerta, le serment de silence qui est le fondement de toute leur société. Valachi est le premier membre de la mafia italo-américaine à reconnaître publiquement son existence et à rompre son serment de sang.
Ce n'est pas seulement un informateur, c'est un professeur, donnant au gouvernement et au public américain une leçon détaillée et interne sur la structure, les rituels et l'histoire de l'organisation secrète qu'il appelle la Cosa Nostra. Valachi s'exprime d'un ton rocailleux et pragmatique, décrivant les 5 familles de New York, nommant les parrains Carlo Gambino, Joseph Bonanno, Joseph Profaci, Vito Genovese et bien sûr Tommy Lucchese. Il expose la hiérarchie du boss au soldat. Il décrit la cérémonie d'intronisation, la piqûre du doigt, la combustion de la carte du sein, le serment solennel de silence, un serment qu'il brise maintenant devant un public de télévision nationale. Les répercussions sont immédiates et catastrophiques. Le FBI, sous la direction de J. Edgar Hoover, qui avait pendant des décennies nié publiquement l'existence d'un syndicat national du crime, est contraint de changer toute sa stratégie. Le nom Lucchese, autrefois murmuré seulement dans les cercles les plus profonds de la pègre et des forces de l'ordre, fait maintenant la une des journaux. Sa façade soigneusement construite d'hommes d'affaires respectables est irrémédiablement fissurée. Le public le connaît désormais comme le chef d'une entreprise criminelle puissante et violente. La pression sur Lucchese s'intensifie par 10. Il est déjà aux prises avec les accusations de parjure et la surveillance incessante, mais le témoignage de Valachi lui colle une cible géante dans le dos. Il sait que le gouvernement va désormais y consacrer des ressources illimitées pour le faire tomber. Il est contraint de changer ses habitudes, de devenir encore plus paranoïaque. Les réunions ne sont plus des promenades tranquilles dans le parc. Ce sont des rencontres furtives dans des lieux en constante évolution, avec des couches de sécurité. Il ne fait confiance à personne en dehors de son cercle le plus intime. Ajoutant au tumulte, l'équilibre délicat du pouvoir au sein de la commission commence à s'effriter. Joseph Joe Bananas. Bonanno, un chef fier et ambitieux, voit le chaos comme une opportunité. Il conspire avec Joseph Magliocco, le nouveau chef de la famille Profaci, pour assassiner leurs principaux rivaux à la commission, Carlo Gambino et Tommy Lucchese. C'est une prise de pouvoir éhontée, un retour aux guerres sanglantes des années 30. Mais Lucchese, grâce à son réseau d'informateurs profonds et fiables, est informé du complot. L'un des principaux capots de Magliocco, Joseph Colombo, réalise que le plan est suicidaire et fait défection, révélant toute la conspiration à Gambino et Lucchese. La commission convoque Bonanno et Magliocco pour répondre de leur trahison. Magliocco, vieux et malade, avoue immédiatement et est contraint à une retraite paisible, mourant d'une crise cardiaque peu après. Bonanno, défiant, refuse de comparaître. Il est déclaré ennemi de la commission et un contrat est placé sur sa vie. Cela déclenche un conflit interne sanglant au sein de la famille Bonanno, un schisme connu sous le nom de « guerre de la banane », qui fera rage pendant des années. Lucchese et Gambino, leur alliance désormais forgée au creuset de cette menace commune, émergent comme les 2 parrains les plus puissants et respectés du pays. Ils ont traversé la tempête, mais le paysage a été à jamais modifié. Les anciennes méthodes de faire des affaires, les arrangements discrets et les accords tacites ont disparu. Ils vivent dans une nouvelle ère de micro-fédéraux, de lois RICO et d'exposition publique. Pour Tommy Lucchese, maintenant dans la soixantaine et en mauvaise santé, le dernier chapitre de son long règne commence à s'écrire. 1967. L'air salin de Lido Beach flotte à travers la fenêtre ouverte de la chambre d'une maison agréable et sans prétention sur Causeway Road. À l'intérieur, Gaetano Lucchese repose dans un lit d'hôpital, les draps blancs, immaculés, contrastant vivement avec sa peau cireuse. Ses yeux autrefois vifs, capables d'évaluer la valeur ou la faiblesse d'un homme d'un seul regard, sont maintenant voilés de douleur. Une tumeur cérébrale, diagnostiquée des années auparavant, gagne enfin sa guerre lente et inexorable. À 69 ans, l'homme connu sous le nom de Tommy Brown, l'homme qui contrôlait un vaste empire criminel d'un mot discret et d'une volonté de fer, est réduit à un invalide frêle, prisonnier de son propre corps défaillant. Dehors, de l'autre côté de la rue,
2 hommes sont assis dans une berline Plymouth quelconque. Ce sont des agents du FBI, membres d'une équipe de surveillance 24 heures sur 24. Ils sont là depuis des mois, des années, observant, écoutant, documentant méticuleusement chaque visiteur, chaque voiture qui arrive et qui repart. Ils ont des micros et des informateurs, des montagnes de renseignements détaillant le contrôle de Lucchese sur les syndicats, les aéroports et le quartier des fabricants de vêtements. Ils ont le témoignage de Valachi. Ils ont tout ce dont ils ont besoin, sauf l'homme lui-même. Lucchese est devenu la frustration ultime du gouvernement. Ses avocats, invoquant sa santé en rapide détérioration, ont réussi à reporter indéfiniment son procès pour parjure. Les médecins confirment qu'il est trop malade pour être jugé, trop faible pour être interrogé. Le formidable parrain du crime a trouvé sa défense finale et inattaquable dans sa propre mortalité. Il est intouchable, non pas à cause de son pouvoir ou de son influence, mais parce qu'il est en train de mourir. Pourtant, même de son lit de malade, il reste le patron. Son esprit, bien que brumeux par la maladie, demeure le centre stratégique de la famille. Ses lieutenants les plus fidèles, Carmine Tramonti et Stefano Lassalle, lui rendent visite régulièrement. Il s'assoit au pied de son lit, parlant à voix basse et respectueuse, le tenant informé des affaires et sollicitant ses conseils sur les différends. Lucchese répond par un léger geste, une phrase murmurée, un signe de tête. C'est tout ce qu'il faut. Son autorité est absolue, une force invisible qui imprègne chaque recoin de son organisation. Il a construit une machine qui peut fonctionner sans sa présence physique, mais elle a encore besoin du fantôme de son intellect pour la guider. Il survit à nombre de ses rivaux et accusateurs. Robert F. Kennedy, son grand antagoniste, est maintenant sénateur de New York. Sa croisade en tant que procureur général n'est qu'un souvenir. Vito Genovese, l'homme qui l'a aidé à tuer Joe Masseria 36 ans plus tôt, est en train de mourir dans une prison fédérale à Atlanta. Le monde que Lucchese a façonné est en train de changer, mais il a perduré. Il a survécu à la guerre de Castellamarès, à la formation de la commission, à la trahison des Kennedy et aux révélations dévastatrices de Joseph Valachi. Le 13 juillet 1967, accompagné de sa femme Palma et de ses enfants, Tommy Lucchese s'éteint. Pas de coup de feu, pas d'embuscade dans une ruelle, pas d'attentat à la voiture piégée. Sa fin n'est pas le fait d'un rival ou d'un agent fédéral, mais de la trahison silencieuse et cellulaire d'une tumeur au cerveau. Le gentleman gangster, le parrain discret d'East Harlem, l'homme qui a transformé la violence en un actif d'entreprise, meurt paisiblement dans son propre lit. Ses funérailles sont une étude de contraste. Une messe publique catholique est célébrée à l'église de l'Incarnation dans le Queens, à laquelle assistent des centaines d'amis, de membres de la famille et d'associés d'affaires. Des policiers se tiennent de l'autre côté de la rue, des appareils photo avec des téléobjectifs cliquent, documentant les visages du monde souterrain venu rendre hommage à un roi. Il est enterré au cimetière de Calvary dans le Queens, sous une simple pierre tombale portant son nom. Tommy Lucchese a laissé derrière lui un héritage qui a redéfini la mafia américaine. Il était le prototype du chef moderne, discret, avisé en affaires et politiquement connecté. Il avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la notoriété publique, mais dans le contrôle silencieux et institutionnel. Il a bâti un empire si profondément tissé dans le tissu de l'économie légitime qu'il était presque impossible à défaire. Sa poignée de main valait en effet plus qu'une arme, car la poignée de main représentait un système, une organisation qui faisait de l'arme un instrument de dernier recours, pas de premier. La famille criminelle Lucchese continuerait d'exister, mais le génie tranquille et calculateur qui lui a donné son nom, l'homme qui a régné pendant près de 2 décennies depuis l'ombre, avait disparu.